Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait que je vous ai concocté un petit top 10, le top 10 des combattants les plus évités en arts martiaux mixtes. Et pour cette liste, c'est pas bien compliqué. Je cherchais les combattants qui sont peut-être pas autant actifs qu'on l'espérait. Et c'est pas compliqué la raison pourquoi, c'est parce que ça fait pas la file pour les affronter. Il y a pas beaucoup de volontaires pour aller affronter ces gars-là, que ce soit des gars qui sont très bons et un peu méconnus, que ce soit des gars qui sont juste très bons et très connus et tout le monde le sait. Ces 10 combattants et ces 5 mentions honorables, bien sûr, sont les personnes qui, selon moi, ont le plus de difficultés à se trouver des combats de leur calibre dans l'UFC. Alors, comme je l'ai dit, j'ai des mentions honorables comme à l'habitude, j'en ai 5 et elles sont les suivantes. Raphaël Assunção, Jimmy Rivera, Valentina Shevchenko, Jacare Souza et finalement Colby Covington. Passons donc immédiatement au top 10 et au numéro 10, c'est le lightweight James Vick. Écoutez, probablement le plus grand lightweight sur le roster. Aussi un gars qui sait très bien se servir de sa grandeur et de son range, qui est l'avantage qu'il a sur absolument tout le monde. Et puis, ça fait de lui un gars qu'on ne veut pas nécessairement affronter. Il vient tout juste de se qualifier dans le top 15 de la division, mais ça lui a pas mal tout pris parce que justement, des gars avec des rankings à côté de leur nom ne voulaient pas nécessairement affronter ce gars-là qui n'était pas ranké puis que tout le monde connaissait comme étant très dangereux et pas nécessairement un gars super connu non plus qui allait te donner un bon name recognition si tu le battais. Donc malheureusement pour James Vick, ça a été très dur pour lui. Maintenant qu'il est dans le top 15, j'ose espérer que ça va être plus facile pour lui d'avoir des ranked opponents, mais est-ce que ça va être facile de pogner un gars dans le top 5 puis de le convaincre de se battre contre lui? Ça va peut-être être une autre histoire. La suite des choses est à suivre dans le cas de James. Mais je l'ai au numéro 10 de ma liste des combattants les plus évités en MMA. Au numéro 9, c'est Michael Venom Page. Et puis oui, le gars est à Bellator et oui, il n'y a pas 1000 options, mais pour une raison ou une autre, les seules options qu'il a ne semblent pas vraiment intéressées à l'affronter. On parle de Paul Daly, c'est un duel qui est in the making depuis longtemps et puis ça a juste pas l'air de vouloir arriver, puis ça a pas l'air d'être du côté de Page que ce combat-là ne se concrétise pas non plus. Et puis écoutez, le gars est quelque chose à affronter, il a un style que personne n'a, il est un des meilleurs strikers dans le sport, et puis je pense que c'est absolument pas un bon match-up pour personne. C'est sûr que ça serait intéressant de le voir contre un lutteur, c'est toujours la chose que j'ai voulu voir, c'est un gars qui a eu tendance à peut-être se faire un peu coller dans le clinch contre la cage et qui n'a pas fait tant rien pour contrer ça. Fait que c'est un peu surprenant de voir qu'il n'y a pas juste un lutteur très polyvalent qui dit ouais je vais le prendre ce jeune là puis qui essaie pas de l'exposer à ce niveau là. Néanmoins, ils doivent voir quelque chose que je ne vois pas parce que Michael Page, ça ne fait drôlement pas la file pour affronter ce gars. Au 8e rang maintenant, le prédateur Francis Ngannou. Et puis c'est quand même rare pour un combattant heavyweight de causer la peur comme ça dans sa division. Et puis ça a commencé vite pour Ngannou. Il a battu plusieurs noms et puis il a réussi à avoir André Arlovski, il l'a expulsé au premier round. Puis à partir de là, ça a été très difficile lui trouver un combat de number one contender. Ça a été complexe. On a réussi à avoir Overeem et tout le monde sait comment c'est arrivé. Après il y a eu son title shot contre Stipe Miocic. Ça va être intéressant de voir si la perspective sur Ngannou va avoir changé après ce combat-là parce que Stipe a quand même exposé une grosse lacune de sa game, mais la seule personne que j'entends encore vraiment call-out Ngannou était la seule personne qui a toujours call-out Francis Ngannou et c'est Derrick Lewis. Pour ce qui est de tous les autres, on ne semble pas super intéressant à l'affronter encore, donc il reste toujours un combattant que ça ne fait pas vraiment la file pour affronter. Je l'ai au numéro 8 de cette liste, Francis Ngannou. Au numéro 7, j'ai le gars qui a été annoncé comme le main event dans sa hometown puis il n'avait même pas encore d'adversaire tellement c'est difficile de lui trouver quelqu'un. C'est le natif de Liverpool, Darren Till. Et puis c'est pas compliqué, il le dit lui-même. C'est un 205 livres qui se bat à 170. Le gars est absolument énorme. Il a beaucoup de power, est un striker de très haut niveau. Et puis à la grosseur qu'il a, c'est juste dur d'imaginer quelqu'un sauter dans les jambes puis le takedown de façon facile. Donc Darren Till semble être un monstre.
Pas mal tout ce qu'il a montré dans la cage au plus haut niveau nous montre que c'est probablement un monstre. Et c'est pourquoi l'UFC a beaucoup de difficultés à lui trouver un duel convenable. Il va affronter Wonderboy qui a finalement dit oui dans le hometown de Darren Till, mais ça a été tout un épisode pour essayer d'avoir finalement Wonderboy dans ce combat-là et ça va sûrement être tout un épisode pour essayer de booker le prochain combat de Darren Till parce que c'est pas vraiment beaucoup de gens qui ont vraiment envie d'aller affronter l'ami Darren. Au 6e rang, j'ai probablement le gars qui a le moins d'expérience dans l'UFC mais que son spot est tout autant justifié sur cette liste, Zabit Magomedsharipov. En effet, Zabit n'avait seulement que 2 combats dans l'UFC et l'UFC a déjà commencé à le proposer à des gars top 15, top 20, même top 25 et il paraît qu'il n'y a absolument eu aucun volontaire pour l'affronter. C'est pourquoi l'UFC a dû redescendre jusqu'à un gars comme Karl Bochniak qui n'était absolument pas haut dans les rankings et puis oui, ça a donné toute une opportunité à Bochniak de se faire connaître et maintenant je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup plus de partisans après la performance qu'il a livrée contre Zabit, mais n'empêche qu'ils ont demandé à beaucoup de gens qui étaient rankés beaucoup plus haut que ça et puis personne n'a dit oui. J'ose même pas imaginer ça va être quoi la suite des choses pour essayer de trouver des combats à ce gars-là. Je le sais que l'UFC veut le booker, je le sais que lui veut se battre, mais personne ne veut se battre contre lui. Je l'ai au 6e rang de la liste, Zabit Magomedsharipov. Au 5e rang maintenant, juste le regarder, ça te donne pas envie de te battre contre lui. Puis quand tu le vois se battre, ben t'es pas mal sûr que t'as pas envie de te battre contre lui encore plus. On parle de Yoel Romero. Le gars qui va attendre 10 minutes devant toi et va t'exploser avec un flying knee ou un knockout absolument incroyable. Le gars est un talent absolument spécial, une boule d'athlétisme qui explose comme personne n'explose, qui est tout autant rapide que puissant et puis... C'est pas compliqué, depuis qu'il est arrivé dans l'UFC, ça a été difficile pour lui trouver des combats, ça sera toujours difficile pour lui de trouver des combats. C'est Yoel Romero. Même s'il était champion, je suis sûr que ça ferait pas la file pour l'affronter et c'est pourquoi il est au 5e rang de la liste. Au 4e rang, on commence à rentrer dans le gros du sujet. Les 4 premiers, selon moi, sont pas mal assez évidents. J'ai Kamaru Usman ici, le gars qui est un ranked welterweight puis qui est pas capable d'avoir quelqu'un de plus haut ranké que Emil Meek pour l'affronter dans des combats. C'est quelque chose, c'est props to Santiago Ponzinibbio. Il a accepté le combat contre lui au Chili et puis ça va être un bon combat de main event, un duel intéressant, mais Kamaru Usman, un spécimen physique, probablement encore un meilleur lutteur que Tyron Woodley. Il a des shapes of Woodley, sauf que il apparaît comme un combattant un peu plus sauvage que lui, un gars qui aime un peu plus faire mal et puis c'est aussi, on se le cachera pas, un lutteur, le genre de gars qui va pas mal te shutdown au complet dans un combat et puis le gars contre qui, même si c'est une bonne performance, c'est très difficile de bien paraître, donc c'est un des meilleurs au monde, c'est probablement selon moi le gars qui est créé pour détrôner Tyron Woodley au sommet de cette division-là, mais pour se rendre à Woodley, il va falloir qu'il trouve du monde pour l'affronter parce qu'il était capable d'avoir des ranked fighters devant lui. C'est un problème, mais c'est pourquoi je l'ai au 4e rang, Kamaru Usman. Au 3e rang, Tony Ferguson, et puis on peut pas le nier, ce gars-là, il a eu sa streak de victoire absolument incroyable et puis à partir de l'année 2016, fin 2016 et toute l'année 2017 ainsi que début 2018, il a été un peu plus inactif et c'est parce qu'il a pogné le sommet de la division puis rendu au sommet de la division. C'est-tu drôle? Il n'y avait plus tant de gens qui prenaient un numéro pour affronter Tony Ferguson. Des divisions comme lightweight, les plus profondes dans le sport, des fois quand tu réussis à acquérir un ranking spot, tu veux pas vraiment le laisser tomber et puis Tony Ferguson est un gars qui, quand il n'était pas ranké dans les 4-5 meilleurs de la division, pas mal tout le monde dans le top 5 là, savait que c'était un nightmare match-up, un gars que tu voulais absolument pas affronter. Et puis c'est pas mal ça qui a été le mot d'ordre pour un bon moment pour la majorité de ces lightweights-là, ne pas affronter Tony Ferguson. Ça a pris un Rafael Dos Anjos qui venait de perdre son titre pour dire ok, je vais le faire. Puis on a tous vu comment ça a viré, c'est-à-dire très mal pour l'ami Dos Anjos. C'est pas pour rien que personne voulait affronter Tony, c'est parce qu'il a à peu près ridiculisé tout le monde devant lui. Ça fait de lui, selon moi, le 3e combattant le plus évité dans le sport aujourd'hui. Au numéro 2, elle n'a même pas fini un combat qu'on se demande déjà qui va être next pour elle et puis on ne trouve jamais quelqu'un de potable pour elle. Cris Cyborg, écoutez, si c'est pas la combattante la plus évitée dans l'histoire du sport, ben c'est mon numéro 1, le combattant le plus évité dans l'histoire du sport. C'est littéralement un ou l'autre, Cris Cyborg ou mon numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont s'ostiner là-dessus. Personne ne va affronter Cris Cyborg.
Que ça soit Ronda Rousey dans le temps qu'elle était ultra dominante, que ça soit la majorité des 135 livres aujourd'hui, ça prend beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts pour que l'UFC convainque une fille d'aller affronter Chris Cyborg. C'est toujours compliqué d'avoir un adversaire de qualité dans la cage et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y en a pas d'adversaires de qualité qui veulent vraiment affronter Chris Cyborg et ça fait d'elle sans aucun doute la combattante avec le plus de what if dans l'histoire de l'UFC. Si elle avait affronté une telle, si elle avait affronté une autre telle, si elle avait affronté un autre tel, puis on le saura pas parce que personne va affronter Cyborg. Donc, c'est pourquoi je l'ai au deuxième rang. Ça pourrait très bien être la numéro 1, mais je l'ai mis au numéro 2, donc c'est ça. Numéro 1 maintenant. Drumroll please, vous allez être très surpris. Khabib Nurmagomedov, comment dire, l'affiche parle d'elle-même, le gars n'a jamais perdu une minute, une seconde d'un combat dans lequel il a participé. Maintenant, 26 victoires et aucune défaite. C'est probablement un des plus grands combattants qu'on a vu et le meilleur spécialiste de l'histoire du sport. Parce que oui, Khabib a fait un peu de striking contre Rage Egal, mais on a vu à quel point c'était pas beau. Le gars n'a fait qu'une chose, littéralement, essayer de lutter, mais il lutte tellement bien, de façon tellement experte qu'il n'y a personne qui est capable d'arrêter ça. C'est un autre combattant contre qui tu n'as aucune chance de bien paraître. Même si tu sors un des combats de ta vie comme Al Iaquinta, tu vas quand même perdre un 50-43 et puis c'est ça qui arrive avec Khabib. Maintenant qu'il est champion, ça va être intéressant de voir s'il va peut-être avoir un peu plus un target sur son back parce que veut pas, les gars veulent pas affronter Khabib, mais les gars veulent la belt et puis si c'est lui qui a la belt, c'est lui le meilleur anyway. C'était vraiment un curse pour Khabib de ne pas avoir la belt parce que pourquoi tu affronterais ce gars-là qui va assurément te battre et puis qui n'est même pas champion du monde, qui te donnera même pas le titre d'être le meilleur combattant au monde. Maintenant que la belt, ça va peut-être changer, mais le parcours pour se rendre là a été absolument incroyable pour Khabib qui a eu toutes les misères du monde à affronter des gens. Espérons que ça va finalement se remédier pour lui, mais il est définitivement le combattant le plus évité dans le sport, il n'y a aucun doute là-dessus. Khabib Nurmagomedov, et ça conclut mon top 10 des combattants les plus évités en arts martiaux mixtes. Laissez-moi un like si vous avez aimé ce que vous avez vu. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire qui j'ai oublié, qui j'ai mis trop haut, trop bas, qui j'aurais dû ne pas mettre sur la liste. C'est sûr que vous n'allez pas être d'accord avec tous mes choix, donc on jase de ça ensemble dans les commentaires. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu et allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe et puis on se voit une prochaine fois.